Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque dimanche, on est parti pour le résumé des 5 actus de la semaine et vous allez le voir aujourd'hui, très gros programme, très beau programme. On a des sujets sérieux, des sujets légers, des sujets originaux, bref, ça fait super plaisir. Installez-vous tranquillement, on est parti pour un nouveau résumé des 5 actualités qui ont marqué la semaine. La première actu de la semaine, un sujet un peu léger pour débuter, elle concerne Nagui qui s'est retrouvé au cœur d'une fake news assez insolite sur les réseaux sociaux. L'animateur Nagui est en effet accusé depuis quelques jours d'être à l'origine de mutilations de chevaux en France. Bon, autant vous le dire tout de suite, c'est une immense fake news, mais alors d'où vient cette fausse information et qu'est-ce qu'elle nous révèle sur la diffusion des fake news? En fait, la semaine dernière, différents comptes Twitter ont parodié les médias classiques comme Le Parisien, l'AFP ou encore Libération en prenant leur nom et leur photo de profil pour diffuser la fausse nouvelle sur Twitter. Comme vous le voyez, le pseudo et l'absence de badge de compte vérifié montrent que ce ne sont pas les vrais médias et les comptes officiels, mais tout de même, si on n'est pas vigilant, eh bien on peut y croire. D'ailleurs, l'un des tweets contient même la capture d'un faux article du journal Sud-Ouest présentant un portrait robot d'un soi-disant criminel qui représente en réalité Nagui. En l'occurrence, ce n'est pas la première fois que ça se produit sur Twitter. En 2018, la reine Elisabeth II d'Angleterre avait été annoncée morte sur Twitter par des fausses captures d'écran du compte officiel de la famille royale, d'un article de BBC News ou encore de CNN. Mais alors, dans le cas de Nagui, comment est-ce possible que de simples tweets aient pris autant d'ampleur? Eh bien, en 2018, des chercheurs du MIT ont étudié le mécanisme de propagation des fake news sur Twitter. Ce que dit cette étude notamment, c'est que les fake news sont beaucoup plus fortement diffusées que la vérité, puisque les fausses informations ont 70% de chances en plus d'être retweetées par un utilisateur. Ces chercheurs pensent que la cause de la forte diffusion de fake news, c'est l'originalité. L'originalité d'une actualité nous surprend, elle retient plus facilement notre attention et donc nous encourage à partager l'info. Après, dans le cas de Nagui, honnêtement, au-delà de ça, Nagui est en fait devenu un peu un mème sur Twitter et du coup tout le monde s'est un peu mis de son tweet sans forcément vouloir volontairement diffuser la fausse information, mais simplement en faisant des blagues autour de cette rumeur. Mais le problème que pose cette fake news de Nagui, c'est qu'elle a été diffusée ensuite par des médias, des vrais cette fois-ci, qui parfois pour faire du clic n'ont pas clairement dit dans leur titre que c'était une rumeur complètement fausse et que non, Nagui n'avait pas mutilé des chevaux. Malheureusement, ça a donc renforcé la polémique et la rumeur puisque beaucoup d'utilisateurs se contentent parfois de lire le titre d'un article et de ne pas ouvrir le lien pour comprendre qu'en réalité ce n'est qu'une rumeur. D'ailleurs, pour lutter contre ce problème, Twitter a commencé à mettre en place une nouvelle fonctionnalité qui suggère potentiellement à un utilisateur qui voudrait retweeter un article sans avoir cliqué dessus, et bien de lire l'article avant de le retweeter. Bref, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler cette semaine, qui honnêtement était drôle vu les tweets que certains ont pu faire en réaction à cette histoire, et ça me semblait assez intéressant puisque au-delà de la vanne, ça pose la vraie question des fausses informations sur les réseaux sociaux. Pour la première actu de la semaine, je voulais donc vous parler des importants soupçons de dopage des cyclistes sur le Tour de France, une semaine après son édition 2020, et vous allez le voir, même si vous n'êtes pas passionné de sport ou de cyclisme, eh bien c'est intéressant. En fait, cette année, les soupçons sont beaucoup plus importants que normalement, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, les performances étaient très bonnes chez plusieurs coureurs, notamment pour le gagnant Tadej Pogačar. À 22 ans, il est le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour de France depuis 1904 et il a battu un record d'ascension dans l'une des montagnes des Pyrénées, un record détenu jusqu'ici par un ex-coureur exclu pour dopage en 2007, Alexandre Vinokourov. La deuxième chose qui éveille les soupçons de dopage cette année, c'est le fait que ce soit deux Slovènes qui dominent d'un coup la compétition. La Slovénie compte très peu de licenciés en cyclisme, à peine 1600, autant vous dire que par rapport aux 117 000 licenciés français, la probabilité pour que deux coureurs slovènes soient en tête du Tour de France, elle est plus que faible. Pour ne rien arranger, en 2019, le journal Le Monde a révélé l'existence d'un réseau de dopage slovène, puisque entre 2009 et 2019, 8 des 19 coureurs slovènes qui ont participé aux compétitions mondiales ont été suspendus pour dopage. Autant vous dire donc que le fait d'avoir un gagnant slovène cette année éveille quelques soupçons. Dernière chose qui éveille les soupçons chez certains spécialistes, l'entourage des deux coureurs slovènes a été plusieurs fois secoué par des scandales de dopage. Plus précisément, le manager du gagnant, donc Pogačar, et son patron d'équipe ont tous les deux été exclus du Tour de France en 2008 après un contrôle positif de l'un de leurs coureurs. À l'époque, c'était l'Italien Riccardo Riccio. Par ailleurs, en parallèle à ça, une enquête pour dopage a été ouverte concernant l'équipe française Arkea Samsic. Les autorités ont trouvé dans la chambre de l'un des coureurs, le Colombien Nairo Quintana, des médicaments soupçonnés d'être des produits dopants. Bref, pour l'instant, ça ne reste que des doutes, appuyés aussi par de nombreux anciens coureurs du Tour de France. Cette année, tous les participants ont été testés négatifs aux tests
antidopage, mais logiquement l'enquête se poursuit et si on a du nouveau de notre côté, évidemment, on vous tient au courant. Autre sujet cette semaine, on va parler des hommes les plus riches de la planète qui font des bonnes actions mais qui ne font pas l'unanimité pour autant. Vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui aux États-Unis, l'école n'est gratuite qu'à partir de la grande section de maternelle, ce qui veut dire que les petites et moyennes sections sont des écoles privées que les parents doivent payer. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, mais aussi accessoirement l'homme le plus riche de la planète, a annoncé cette semaine qu'il allait ouvrir une école maternelle qui serait du coup gratuite pour les familles défavorisées. En l'occurrence, je vous en parle parce que cette annonce montre à quel point la philanthropie, donc lorsque des Américains fortunés décident de reverser leur argent pour des causes dans le besoin, en vient parfois à remplacer l'État dans certains éléments tels que l'éducation, donc des éléments qui peuvent paraître comme essentiels et que en France on aurait tendance à penser que l'État doit les prendre en charge. On peut donc logiquement se demander où est la frontière entre solidarité et business. Est-ce que des personnes comme Jeff Bezos font des dons uniquement par générosité ou est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout ça un avantage d'une façon ou d'une autre? Pour un milliardaire comme Jeff Bezos, l'intérêt est double. C'est d'abord un enjeu de communication, alors qu'Amazon en parallèle est accusé de verser des salaires très bas à ses employés, mais c'est au-delà de ça aussi potentiellement un enjeu financier puisque les philanthropes américains peuvent déduire de leurs impôts plus d'un tiers de leurs dons. D'ailleurs, un mécanisme de réduction des impôts similaire existe aussi en France. Mais cette annonce du fondateur d'Amazon fait aussi beaucoup parler, surtout qu'il n'est pas connu pour être le milliardaire le plus généreux par rapport à des Bill Gates ou à des Zuckerberg par exemple. Alors certes, il a donné 2 milliards de dollars pour sa propre fondation, mais finalement ça ne représente que 1,3% de sa fortune totale, estimée avec ses parts d'Amazon, selon le média américain Quartz. Bref, c'est un sujet qui est complexe mais qui pose un sujet assez intéressant, il me semble, sur la philanthropie et l'immense place qu'elle occupe aujourd'hui dans la société américaine. Comme d'habitude, ça vous intéresse, je vous mets des liens et des articles intéressants directement en description. Autre actualité cette semaine, c'est l'actualité en une de cette vidéo. Je voulais vous parler de la mafia italienne qui fait sa propagande sur TikTok, comme le relate un excellent article de Vice que je vous mets directement en description. Tout a commencé en mai dernier quand une vidéo a beaucoup circulé sur TikTok. On pouvait voir des hommes reprenant la chanson de Tommy Riccio, Sisto Carcerato, je crois que ça se prononce comme ça, désolé à tous les Italiens, mais en gros ça veut dire en français « Oui, je suis emprisonné ». Bon, jusqu'ici pourquoi pas, mais le truc c'est que cette vidéo a été tournée par des mafieux italiens depuis la prison d'Avellino en Italie. Suite à cette vidéo, beaucoup de jeunes italiens, potentiellement membres de la mafia ou alors qui souhaiteraient y appartenir, postent des photos sur l'application en exhibant des armes, des tatouages, des voitures, des articles de luxe avec le hashtag Paranza ou encore Baby Gang. En gros, je vous la fais courte, mais TikTok est devenu un moyen pour la mafia italienne de promouvoir leur organisation, mais au-delà de cet exemple, ça me paraît aussi intéressant de voir comment certaines organisations haineuses peuvent aussi se faire une place sur la plateforme. Dans un tout autre registre qui n'a rien à voir, fin 2019, c'est des vidéos de propagande de l'État islamique qui avaient été postées sur TikTok. Vous pouvez y voir des cadavres dans les rues, des femmes se définissant comme djihadistes et fières, le tout bizarrement avec des émojis fleurs et des musiques accrocheuses. Sur l'application, quand ce n'est pas modéré, il y a aussi de nombreux comptes liés à l'idéologie néo-nazie. Certains utilisateurs affichent clairement dans la vidéo leur soutien à l'Atom Waffen, un groupuscule américain responsable de plusieurs meurtres de personnes juives. Par ailleurs, il est aussi possible de taper librement des mots-clés comportant des slogans nazis ou encore de consulter des vidéos de jeunes en train de faire le salut nazi. En réponse à tous ces problèmes qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres plateformes et d'autres réseaux sociaux, TikTok a fait savoir qu'ils allaient augmenter les effectifs de modérateurs humains en les faisant passer de 6 000 à plus de 10 000 personnes à terme. Leur but, logiquement, avoir assez de moyens pour contrôler le contenu et réussir à faire disparaître rapidement ces appels à la haine. En tout cas, vous l'aurez compris, TikTok, comme Facebook et tous les autres réseaux sociaux, deviennent un terrain de propagande pour des partis politiques assez classiques, mais aussi pour des mouvements beaucoup plus haineux. On verra donc dans les mois à venir si TikTok arrive à modérer ces contenus haineux. Un sujet original cette semaine, on va parler des couleurs. Et oui, ça peut paraître étrange dit comme ça, mais en fait, les couleurs sont pas mal dans l'actualité ces derniers mois et une étude vient de sortir à leur sujet. Vous l'avez peut-être vu dans le résumé de l'actualité quotidien sur YouTube et Instagram, cette semaine, une nouvelle carte de la propagation du Covid-19 a été publiée en France. En regardant cette image, on peut légitimement se poser une question, pourquoi le rouge et les couleurs sombres sont utilisés pour un niveau d'alerte plus élevé et pourquoi, à l'inverse, le vert, par exemple, est utilisé pour les bonnes situations? Eh bien, en l'occurrence, cette question n'est pas anodine et des chercheurs de l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne, en Suisse, se sont posé la question. Pendant 5 ans, ils ont demandé à plus de 4500 personnes de 30 pays différents ce que signifiait pour eux chaque couleur. Dans leurs résultats, on voit par exemple que pour 72% des Français, le rouge est associé à la colère, c'est
le sentiment qui revient le plus lorsque l'on voit cette couleur, avec l'amour qui est aussi très présent. Mais selon l'historien Michel Pastoureau, spécialiste des couleurs, et oui c'est une spécialité en histoire, si le rouge est devenu la couleur du danger, c'est parce que en plus d'être la couleur du sang, elle est aussi l'une des couleurs qui se voit de plus loin. Inversement, d'après l'étude, le vert est une couleur qui n'est pas du tout associée à des émotions négatives dans la population mondiale, mais davantage positives, que ce soit avec des notions de soulagement, de plaisir ou de joie. Mais en l'occurrence, toutes les couleurs ne sont pas vues de la même façon dans tous les pays du monde, et c'est là que ça devient intéressant. Le jaune par exemple est particulièrement bien accueilli dans les pays froids et moins ensoleillés, comme la Suède, la Norvège ou encore l'Angleterre, où plus de 60% de la population associe le jaune à la joie. 60% c'est donc beaucoup, puisque en revanche, par exemple en Égypte, où il y a du soleil presque toute l'année, seulement 5% de la population considère que le jaune est égal à la joie. Le violet est une autre couleur qui divise aussi. En Italie, il est associé à la tristesse parce que c'est l'une des couleurs que l'on porte traditionnellement lors des funérailles avec le noir, alors qu'à l'inverse aux États-Unis, le violet est la couleur de la fierté. C'est celle qui est notamment portée par le Purple Heart, la plus haute distinction militaire décernée aux soldats. Bref, je sais pas pourquoi, mais je trouvais cette étude assez intéressante et je voulais du coup vous la partager. Si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets des liens en description. Et là, il y a notamment un article du Monde qui s'est plongé en détail dans les résultats de cette étude. Le débat de la semaine dernière, c'était le suivant: êtes-vous favorable au droit de vote à 16 ans? Vous avez été plus de 120 000 à voter, les débats étaient très intenses dans les commentaires, et comme vous le voyez, vous êtes quand même une immense majorité à ne pas être favorable au droit de vote à 16 ans. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: la France doit-elle faire davantage pour lutter contre les inégalités de richesse? Pour participer comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez sur l'onglet communauté, et à ce moment-là, dans l'onglet communauté, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents. Vous le savez, le week-end, il n'y a pas de format d'actu du jour sur YouTube, il y a donc ce format d'actu de la semaine à la place, mais si vous voulez avoir les actus du jour, c'est très simple, ça se passe directement sur Instagram, vous êtes plus de 600 000 abonnés, chaque soir, on poste un petit résumé de l'actualité qui se lit en moins d'une minute pour avoir un résumé rapide et facile de l'actualité. Du coup, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour la reprise du format des actus du jour.